Et pour commencer cette émission aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, que sont les entreprises familiales. Et pour ça, j'ai choisi d'inviter Philippe Grodner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de FBN France, le Family Business Network France, réseau mondial des entreprises familiales qui est présent dans 65 pays. En parallèle de cela, vous êtes aussi le président du groupe Simone Perel. Et vous venez de participer à la réalisation d'un livre qui s'intitule « Les entreprises familiales, des aventures humaines qui font grandir les territoires ». Et dont l'objectif, finalement, est d'analyser l'impact économique de ces entreprises familiales. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de reposer un petit peu le cadre, d'avoir un peu la big picture, comme on dit, sur ces entreprises familiales. Oui. Quel poids ont aujourd'hui les entreprises familiales en France ? Alors, il est souvent mal connu. Effectivement, un des mérites de ce livre est d'illustrer ce poids. Les entreprises familiales, toutes tailles confondues, représentent plus de, je dirais, 50% des emplois, déjà, ce qui est déjà beaucoup. Ouais. 83% du nombre des entreprises. 83%. En nombre, oui, 83%, y compris les TPE. Évidemment, voilà, après, il faut segmenter. Alors, si je regarde dans des catégories un peu plus grandes, j'ai le chiffre précis, 75% des PME, c'est-à-dire jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires, sont familiales, 50% des ETI, c'est-à-dire de 50 millions à 1,5 milliard, et 20% des grands groupes sont familiaux. C'est-à-dire au-delà d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. 20%, ce qui n'est pas rien du tout. C'est des centaines de milliers d'emplois en France. 50%, c'est des millions d'emplois, devrais-je dire. Et c'est mal connu. C'est mal connu, mais comment ça se fait que ce soit aussi peu connu alors que le poids, et comme vous venez très bien de le dire, chiffre à l'appui, est considérable ? Écoutez, souvent, nos politiques en général, depuis très longtemps, voyez deux catégories d'entreprises. Les grands groupes, le CAC 40, alors on en parle tous les jours, ou presque tous les jours, et puis les PME. Puis en fait, tout ça était un petit peu un marais mal connu, dans lequel nous, FBN, avons travaillé pour aider les familles d'ailleurs à s'organiser. On y reviendra sans doute. Le Family Business Network est constitué pour ça. Et donc, on a voulu structurer notre recherche. Et ce livre, justement, met en avant ce qu'est la réalité d'aujourd'hui de ces entreprises familiales pour que l'ensemble du monde économique puisse en prendre conscience et voir ces entreprises sous un nouveau jour, surtout qu'elles correspondent beaucoup à certaines des attentes aujourd'hui des jeunes générations. On va y revenir, mais moi je me posais la question de savoir si c'était, comme votre réseau est mondial, j'en profite, est-ce qu'il y a un poids plus prépondérant en France ou finalement c'est un peu partout pareil ? Non, la France n'est pas plus prépondérante. Par exemple, l'Allemagne a son fameux Mittelstand, où il y a à peu près, au niveau des ETI, en tout cas on a des statistiques précises, environ 12 000 ETI en Allemagne, alors qu'il n'y en a que 5 000 en France. L'Italie, par exemple, c'est un chiffre que j'ai en tête, en a 8 000. D'accord. L'Espagne, 7 000. Voilà quelques exemples. Et vu que notre réseau est mondial et couvre aussi bien l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient que l'Amérique, du Nord comme du Sud, on voit que ces entreprises familiales se développent partout dans le monde. Alors souvent, quand je parle d'entreprise familiale, on me dit mais l'entreprise familiale, c'est la vision long terme et c'est ce qui explique finalement la pérennité du modèle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Parce que j'imagine que s'il n'y avait que ça, ce serait peut-être un peu trop simple. Oui, il y a d'autres choses. Mais la vision à long terme est une chose importante dans un monde qui est aujourd'hui hyper financiarisé. Le fait de ne pas avoir, je dirais, le regard rivé sur le cours de bourse, c'est quelque chose qui permet, avec un actionnariat stable, d'avoir des objectifs à long terme. Et ça, c'est très important. Donc, quels que soient les aléas conjoncturels, une entreprise familiale, quand elle est évidemment bien dirigée et qu'elle a un actionnariat stable, ça c'est les conditions à mettre en place, et le Family Business Network œuvre dans ce sens, peut avoir cette vision à long terme. Mais c'est pas tout. Effectivement, vous avez raison. Il y a aussi, je dirais, la proximité avec les parties prenantes. Quand une entreprise est incarnée par une famille, cette famille forcément porte des valeurs. Et ces valeurs transpirent dans l'entreprise. Et donc, du coup, elle donne du sens à l'engagement des salariés. Et ça, c'est très important. Justement, je parlais
rapidement avant des jeunes générations. C'est très important pour attirer des nouveaux talents à une époque où ces jeunes cherchent à donner du sens à leur engagement professionnel. Donc, c'est un autre paramètre. Je peux aussi citer l'ancrage territorial, c'est-à-dire que ces entreprises, généralement de moyenne taille ou de taille intermédiaire, pour prendre le vocable officiel, sont dans des régions où la famille est de la région, donc l'ancrage territorial veut dire quelque chose. Et si par malheur, pour des raisons X ou Y, cette entreprise quitte le giron familial, elle peut être transmise à un fonds d'investissement, par exemple. Je n'ai rien contre les fonds d'investissement, mais elle perd un peu de son âme. Et le risque pour les salariés, si le fonds d'investissement est basé à l'autre bout du monde, sera regardé d'une autre façon que si la famille continue à diriger cette entreprise dans sa région d'origine, qu'elle ait 50, 20 ou 3000 salariés. Et on a eu des illustrations au public de ce genre de situation. Donc la pérennité des emplois passe aussi par une bonne gouvernance dans les entreprises familiales. Sur cet ancrage territorial, vous direz que ces entreprises familiales, elles sont finalement un facteur de développement des territoires ? Ah, complètement de développement et de maintien, si vous voulez. Elles ont un rôle économique et elles ont un rôle sociétal, je dirais même. Parce qu'au niveau de la région, avec tout l'écosystème qu'elles font travailler, les relations avec les chambres de commerce, avec les conseils régionaux, les emplois qu'elles créent dans la région, font vivre un bassin économique. Et si elles disparaissent ou si elles sont vendues dans des circonstances telles que je décrivais avant, elles perdent un peu elles perdent ou parfois elles disparaissent complètement. Et donc le Family Business Network est là pour justement essayer d'organiser leur gouvernance pour qu'elle se pérennisent et leur transmission pour qu'elles se pérennisent de la meilleure façon possible. Justement, la transmission, c'est un enjeu très très fort et je n'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que la proportion d'entreprises de taille intermédiaire qui doit changer de main dans les 10 prochaines années est très très élevée. Exactement. Comment on organise une succession ? Parce que une transmission d'entreprise pour que ça reste dans la famille et en même temps, je dis toujours, le gène de l'entrepreneuriat n'existe pas, sinon ça se saurait. Je suis Donc, d'accord. quelles sont les règles à suivre pour que ça se passe bien et que l'entreprise reste performante ? Brièvement, d'abord, le taux de transmission intrafamiliale en France est très faible. On a un chiffre, il est de 14%. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beau. Alors, pour donner encore, parce que ce qui est important, c'est les benchmarks, enfin les comparaisons avec d'autres pays, on est à 50% en Allemagne. Ah oui. Et c'est la force de ce Mittelstand dont je parlais tout à l'heure. Et on est à 70% de transmission intrafamiliale en Italie. Alors, quand on parle transmission, je vais faire très vite, il faut séparer la détention du capital du management. Absolument. Quand je parle de transmission, je parle de transmission de la propriété de l'entreprise. Après, comme vous dites, ce sujet de la transmission est essentiel parce qu'il faut que la famille propriétaire ait la lucidité et l'intelligence, je dirais même, de trouver le bon dirigeant. Ce bon dirigeant, il n'est pas forcément génétiquement formé par un des membres de la famille, il peut être aussi trouvé à l'extérieur de la famille. C'est pour ça qu'au Family Business Network, nous expliquons aux familles. Beaucoup de familles nous disent « Oh, mon fils, ma fille ne veulent pas reprendre, je vais vendre l'entreprise ». C'est pas le bon raisonnement. Parce que si la famille reste actionnaire, si vous voulez, elle va continuer à porter les valeurs, elle va influencer la stratégie de l'entreprise et elle peut, si elle a une certaine taille, du moins, confier la direction à un management externe le temps qu'il faut pour que peut-être un jour un membre de la famille... Vous savez, nous raisonnons pas en trimestre au FBN, nous raisonnons en génération. Donc vous avez des beaux exemples et... Je citerai par exemple la famille propriétaire d'Hermès. Voilà, quand même, tout le monde connaît Hermès. Ils ont confié pendant 15 ans, alors avant l'époque LVMH, enfin avant l'époque Lasso et LVMH, ils ont confié, puis 15 ans, la famille a eu cette lucidité de confier la direction de l'entreprise à un non familial qui a fait un travail considérable pour que finalement Axel Dumas reprenne la direction de l'entreprise il y a quelques années. Voilà. Donc tous les scénarios sont possibles. Alors ça se prépare, pour répondre à la deuxième partie de votre question, ça se prépare le plus tôt possible. Je dis souvent qu'il faut une dizaine d'années pour réussir une transmission, parce qu'il faut identifier dans les jeunes générations l'envie. Ouais. L'envie d'entreprendre, elle n'existe, comme vous dites, c'est pas génétique, tout le monde n'a pas envie d'entreprendre ou de prendre ce rôle, la compétence, bien entendu, et puis acquérir une légitimité. Il suffit pas d'être le fils de ou la fille de dans l'entreprise familiale pour prendre la suite, parce que si l'héritier, enfin j'ai plutôt
j'emploie plutôt le terme de successeur, n'est pas compétent, eh bien, il fera du mal à tout le monde, à lui-même ou à elle-même, aux actionnaires et aux salariés, parce qu'il va détruire de la valeur dans l'entreprise. Donc, il faut avoir cette lucidité et préparer longtemps à l'avance pour former les jeunes générations à ce que ça veut dire une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire être actionnaire, qu'est-ce que ça veut dire être manager, qu'est-ce que ça veut dire être éventuellement dirigeant un jour, pour que petit à petit, au fur et à mesure de leurs études, de leur maturité respective, les jeunes générations puissent se déterminer dans leur relation avec l'entreprise. Parce qu'ils ont tous généralement un affectio societatis, parce qu'ils ont grandi avec une famille qui était entrepreneuriale et donc ils en entendaient parler le week-end aux réunions de famille. Mais ça suffit pas. Il faut sortir de l'affectio societatis, si je peux dire, et de l'affect en général pour pouvoir parler de façon objective dans l'intérêt de l'entreprise et de sa pérennité. Tout à l'heure, j'ai commencé par une idée reçue qui était celle de la vision long terme, et vous m'avez dit oui, c'est plutôt exact. Oui. À l'inverse, on entend aussi beaucoup, ce sont des sociétés un peu secrètes, où tout reste entre les mains de la famille, on n'a pas trop de visibilité, pas trop de transparence, et puis des hésitations à ouvrir le capital à des fonds notamment, ce qui peut parfois freiner la croissance. Votre avis là-dessus ? C'était vrai, ça l'est de moins en moins, ça l'est même presque plus, et justement c'est pour ça que nous prenons la parole au Family Business Network, parce qu'on veut battre en brèche ces idées reçues, parce que les entreprises familiales aujourd'hui sont à la pointe de l'innovation, elles ont dans leur gène déjà tout ce qu'il faut pour bien organiser la transition écologique, je pense notamment au RSE, parce que dans la mesure où déjà elles donnent du sens à leur action, où elles ont la proximité avec les parties prenantes, et notamment leurs salariés, parce que c'est une famille, c'est incarné, comme je l'ai déjà dit. Bien, déjà, c'est les germes du S de RSE, c'est-à-dire le social et le sociétal. Je l'ai développé. Donc, je dirais que tous ces atouts-là existent aujourd'hui, et puis les familles sont de plus en plus conscientes qu'une transmission réussi va faire grandir la valeur de l'entreprise, va créer de la richesse, et que pour cela, il faut savoir faire appel, et je l'ai dit précédemment également, à des managers non familiaux quand c'est nécessaire. Et puis aussi à des administrateurs externes, parce que ça nourrit l'entreprise avec des talents que souvent des PME ou des ETI ne peuvent pas attirer en termes, je dirais, de rémunération, mais par contre qu'elles peuvent avoir dans un board, dans un conseil d'administration, pour les aider à orienter stratégiquement l'entreprise et les dirigeants familiaux. Donc nous préconisons beaucoup l'appel à des administrateurs externes. Vous parlez des... Le recours, pardon, je voulais dire. Vous parlez des valeurs de ces entreprises, de leur rôle, de leur engagement dans la transition. Finalement, elles ont plein d'atouts, et en même temps, j'entends souvent qu'elles sont un peu en mal d'attractivité. Comment faire pour que finalement tout cela soit plus visible en fait aux yeux de cette jeune génération dont vous parlez? Alors, se faire connaître. Déjà, c'est ce que je fais ce matin et que notre association s'emploie à faire beaucoup. Deuxièmement, expliquer beaucoup dans les grandes écoles, dans les universités. Je dirais que, vous savez, quand vous êtes dans un grand groupe, il y a des avantages et des inconvénients. Mais vous avez une chance sur 1000 d'accéder à un poste de direction important. Quand vous êtes dans un groupe familial, si... Évidemment, le préalable, je l'ai déjà dit, la gouvernance de l'entreprise est bien organisée et qu'elle est claire vis-à-vis des talents externes et qui savent qu'ils peuvent grandir dans l'entreprise, voire la diriger un jour, eh bien, vous arrivez là à donner du sens et une attractivité aux entreprises familiales. Simplement, il faut qu'elles s'organisent elles-mêmes, parce que la clé de leur attractivité est aussi dans l'organisation de cette gouvernance interne, pour que, justement, ces clichés soient battus en brèche et qu'on ne pense pas que les postes clés sont forcément réservés à des membres de la famille, ce qui n'est plus vrai, enfin, du moins, chez tous nos adhérents, en tout cas, dans notre association. Plus du tout. Merci beaucoup Philippe Grodner. Je rappelle que vous êtes le président du Family Business Network en France et également président du groupe Simone Perel. Merci pour vos explications. Merci beaucoup.